Mandat d'arrêt contre Grace Mugabe, l'épouse de Robert Mugabe. La police sud-africaine a fait cette annonce mercredi dans le cadre d'une affaire d'agression contre un mannequin à Johannesburg en 2017. Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles en RDC. La campagne électorale a été suspendue mercredi à Kinshasa alors qu'un candidat d'opposition à la présidentielle devrait tenir une réunion publique. Au risque de propagation du virus Ebola en raison des nombreux contacts entre communautés frontalières d'Ouganda et de la RDC, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Bonjour à chacun, bonjour à toutes, bienvenue donc dans cette édition sur Sika. Chaque jour qui passe nous rapproche davantage des élections prévues en République démocratique du Congo. La campagne électorale a été suspendue ce mercredi à Kinshasa alors qu'un candidat d'opposition à la présidentielle devrait tenir une réunion publique. C'est à travers un communiqué du gouverneur de la capitale, à quelques jours seulement des élections prévues en République démocratique du Congo, qu'a été prononcée la suspension sur toute l'étendue de la capitale des activités de campagne électorale. L'ensemble des candidats à la présidentielle en RDC, sans exception aucune, sont concernés par cette décision. Comme raison avancée, des impératifs sécuritaires. En outre, le communiqué du gouverneur suspendant la campagne électorale ne précise pas la durée d'application de la mesure. Toutefois, l'interdiction ne concerne pas le recours aux médias dans le cadre de la campagne électorale. En effet, des policiers ont barré la route N1 à plusieurs dizaines de kilomètres du centre. Or, c'est par cette route que le candidat d'opposition Martin Fayulu voulait faire son entrée dans la capitale pour une réunion publique. Des centaines de ses partisans qui tentaient de venir à sa rencontre en provenance de Kinshasa ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène tirés par des policiers. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. La première qui est passée à Lubumbashi, c'est maintenant, on est en train de voir ça ici. Donc ce n'est pas inacceptable, inacceptable. Vraiment. Le président il est là. Le président Fayulu, il est là. Les policiers de la Congolais, ils ont bloqué la route. Aux dernières nouvelles, la commission électorale envisage un report de l'élection de 7 jours. Toujours dans la région, au risque de propagation du virus Ebola en raison des nombreux contacts entre communautés frontalières d'Ouganda et de la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé à cet effet tire la sonnette d'alarme. Plus de 300 personnes sont décédées de cette fièvre hémorragique depuis le début de l'épidémie, déclarée le 1er août par les autorités congolaises. Le virus Ebola, malgré les précautions, continue de se propager. À la frontière, des volontaires de la Croix-Rouge organisent les arrivants, leur intimant de désinfecter mains et chaussures dans de l'eau chlorée et vérifiant soigneusement leur température. Des mesures prises afin de prévenir une propagation d'Ebola côté ougandais. Le conflit a fait fuir des gens de là où Ebola a commencé, vers ce côté de la frontière. Nous ne savons pas s'ils sont atteints du virus Ebola ou pas. Donc, s'ils ne continuent pas à vérifier les gens à la frontière, ça va se propager. Qu'ils continuent. Tu dois te laver les mains et les pieds, puis on te permet de rentrer. Si on ne se lave pas les mains et les pieds, on ne rentre pas. Quand tu rentres, ils prennent ta température. Et s'il est mauvais, on t'emmène pour être soigné. Nous avons établi 6 points de contrôle au niveau de l'entrée principale, Mpondoué, où nous effectuons un contrôle quotidien. Bien sûr, nous avons établi d'autres points de contrôle. Vous savez que notre frontière avec la RDC est très poreuse. Nous avons eu des cas d'alerte pour les personnes qui présentent une forte fièvre et elles ont été isolées. Puis, des échantillons de sang ont été prélevés à l'Institut de recherche sur le virus ougandais à Kampala pour enquête. Et sur tous les cas d'alerte des échantillons soumis pour analyse à Kampala, les résultats se sont révélés négatifs. Et par conséquent, en tant que district et en tant que pays, nous n'avons aucune épidémie confirmée. Lors des jours de marché à Mpondoué, 2 fois par semaine, plus de 20 000 personnes traversent la frontière. Le risque augmente à l'approche de Noël.
La RDC organise par ailleurs des élections, dont la présidentielle le 23 décembre. Mandat d'arrêt contre Grace Mugabe, l'épouse de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe. La police sud-africaine a fait cette annonce mercredi dans le cadre d'une affaire d'agression contre un mannequin à Johannesburg en 2017. Rebondissement dans le dossier d'agression impliquant l'ex-première dame du Zimbabwe. Le porte-parole de la police sud-africaine a été clair. Le tribunal a délivré un mandat d'arrêt contre Grace Mugabe suite à une demande à la justice. L'intéressé, aujourd'hui âgé de 53 ans, est accusé d'avoir frappé Gabriela Ingels à l'aide d'une rallonge électrique dans un hôtel de luxe où séjournaient ses 2 fils. La victime, âgée de 20 ans, a subi des coupures au front et à l'arrière de la tête. Au moment des faits, Robert Mugabe était toujours au pouvoir et le gouvernement sud-africain avait accordé l'immunité diplomatique à son épouse, ce qui lui a permis de regagner le Zimbabwe. AfriForum, un groupe de pression qui suit l'affaire au nom de la victime, a salué l'émission du mandat d'arrêt. Le tribunal de Randburg, dans la province de Gauteng, où est situé Johannesburg, a émis le mandat d'arrêt contre Mme Mugabe le 13 décembre, l'accusant de coups et blessures graves. Mariée à l'ex-président zimbabwéen depuis 1996, elle était régulièrement épinglée pour son goût pour les vêtements de luxe, les voyages et son implication supposée dans des scandales de corruption. Le Programme alimentaire mondial a présenté ce mardi le projet alternatif pour l'écoulement des sous-produits du coton et culture secondaire en Afrique. C'était au 2e jour de l'atelier de formation qu'il a organisé au Bénin à l'endroit de son personnel et des ONG partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Le projet alternatif pour l'écoulement des sous-produits du coton et culture secondaire en Afrique fait partie de la récente coopération trilatérale signée entre le Centre du Brésil, l'Agence brésilienne de coopération et l'Institut brésilien du coton. Il vise à aider les petits producteurs de coton et les instituts publics de 4 pays africains, à savoir le Bénin, le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya, à commercialiser les sous-produits du coton tels que l'huile de coton, le niébé, le maïs et le sorgho. Ce projet a pour objectif de contribuer à augmenter les revenus des petits exploitants et d'améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour atteindre son objectif, le projet est structuré en 3 grands axes, à savoir la formation et le soutien aux petits producteurs de coton pour la production et la commercialisation des sous-produits du coton et la commercialisation des cultures auxiliaires sur les marchés publics et privés. Deuxièmement, c'est pour sensibiliser et faire la fourniture d'un soutien technique aux agences publiques responsables de l'agriculture et des achats institutionnels dans les pays partenaires, afin d'accroître l'utilisation des sous-produits du coton et des cultures auxiliaires dans le programme gouvernemental. Et troisièmement, la promotion des échanges régionaux sur des sujets d'intérêt relevant de la portée du projet. Ce projet présente beaucoup d'opportunités de profiter de synergies qui peuvent aider tant les producteurs du coton, tant les gens qui ont des besoins alimentaires au Bénin, particulièrement les jeunes écoliers. Le projet comportera également des activités visant à favoriser les cultures de rotation telles que le maïs, le niébé et autres produits qui sont essentiels au maintien du revenu et contribuent également à l'alimentation des petits exploitants en suivant des modèles de systèmes d'intégration de culture. Des centaines de salariés du commerce ont manifesté mercredi à Paris à l'appel de la CGT. À la base des questions de salaire, d'emploi et de conditions de travail. Plus de 20 000 emplois, selon le syndicat, ont été supprimés ces dernières années dans ce secteur. Ils étaient des centaines de salariés du commerce à répondre à Paris à l'appel de la CGT contre le travail dominical. Ils se sont rassemblés devant le centre commercial Beaugrenelle, symbole selon le syndicat de la déréglementation qui frappe le secteur. Les manifestants ont réclamé des augmentations de salaire plutôt qu'une prime exceptionnelle.
Tous les salariés nous le disent. Si vous refusez de travailler un dimanche, on va vous changer votre planning. On ne va pas vous donner vos congés. C'est ça la réalité. Le volontariat n'existe pas. On peut en avoir dans certains endroits, mais c'est faux. Mais si les gens travaillent le dimanche, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. On impose à des femmes avec des enfants ou des hommes avec des enfants en charge pour leur dire « Venez travailler le dimanche, vous aurez 50 €, 60 € de plus ». Mais l'enfant, qui va le garder? Quelle éducation? Quel est ce lien familial? Aujourd'hui, un accord vient d'être signé avec la CFDT et la CFE-CGC permettant à Monoprix de faire travailler les salariés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, nous avons des gros problèmes d'absentéisme dans nos magasins. Les employés, on a des arrêts de 3 à 6 mois, les cadres aussi. Aujourd'hui, Monoprix met des projets en place sans moyens humains, sans moyens financiers. Nos revendications, c'est surtout des meilleurs salaires. C'est des salariés qui sont payés au SMIC, qui travaillent le soir, qui travaillent le week-end, le samedi, dimanche. Voilà, pas de 13e mois, pas de prime. Il n'y a pas de prime sur participation d'intéressement. Voilà, ils ont juste le salaire, quoi. Quelques salariés des transports et cheminots étaient venus en soutien. La Commission européenne a annoncé ce mercredi avoir adopté des mesures pour atténuer les conséquences d'une absence d'accord avec Londres sur le Brexit. Ces mesures, au nombre de 14, ont été prises notamment dans les secteurs des services financiers, des transports aériens et des douanes. Les images. À 100 jours du divorce prévu le 29 mars 2019, la Commission européenne a jugé essentiel et urgent d'adopter des mesures afin de limiter les dommages les plus importants qui pourraient être causés par une éventuelle absence d'accord. Le plan d'urgence adopté ce mercredi comprend notamment 14 mesures concernant un nombre restreint de secteurs pour lesquels l'absence d'accord serait source de perturbations majeures pour les citoyens et les entreprises dans l'Union européenne. Ces mesures qui concernent notamment les services financiers, le transport aérien, les douanes et la politique climatique seront en principe temporaires, d'application limitée et adoptées unilatéralement par les 27 sans le Royaume-Uni. L'accord de retrait approuvé par les 27 pays de l'Union et la première ministre Theresa May en novembre suscite une forte opposition au Royaume-Uni de la part des europhiles comme des eurosceptiques, renforçant la probabilité d'un Brexit sans accord. La Commission a d'ailleurs insisté sur les avantages de l'accord de retrait qui doit être soumis à un vote très incertain à Londres avant fin janvier, notant que ces nouvelles mesures ne compenseront pas notamment la période de transition prévue par le dit accord jusqu'à décembre 2020. Découverte de tunnels infiltrant Israël à partir du Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou presse mercredi l'ONU de condamner le Hezbollah et de le faire pression également sur Beyrouth, car il est impératif de mettre fin aux agissements du mouvement chiite libanais. Le Conseil de sécurité doit discuter de la découverte récente de tunnels souterrains creusés selon l'État hébreu par le Hezbollah. Mais avant cette réunion, Israël a lancé une intense campagne médiatique. Les 10 tunnels sont sous la frontière libanaise et pénètrent en territoire israélien. Ces tunnels sont censés servir à enlever ou assassiner des soldats ou des civils israéliens et à s'emparer d'une frange du territoire israélien en cas d'hostilité, selon Israël. J'appelle tous les membres du Conseil de sécurité à condamner les actes d'agression injustifiés de la part du Hezbollah, à désigner le Hezbollah comme une organisation terroriste dans son intégralité, à pousser à des sanctions plus fortes contre le Hezbollah, à exiger du Liban qu'il cesse de permettre qu'on se serve de son territoire pour des actes d'agression et que ses citoyens soient utilisés comme pions. Le gouvernement libanais, qui devrait être le premier à réagir et à protester, ne fait rien dans la meilleure des hypothèses et est de connivence dans la pire. Israël a lancé le 4 décembre une vaste opération de détection et de destruction de tunnels de son côté de la frontière. Il dit avoir localisé 4 souterrains jusqu'ici. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis, mais seule sa branche armée est classifiée comme telle par l'Union européenne. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.